Le tri, c'est un de ces trucs en informatique qui est absolument partout, mais qu'on ne voit jamais. Pourtant, il organise en secret une énorme partie de notre monde numérique. C'est un peu le héros de l'ombre qui vient mettre de l'ordre dans le chaos des données. Pensez-y une seconde. Quand on cherche un fichier sur son ordinateur, quand on fait défiler son fil d'actualité, ou même quand on regarde les avis sur un site d'e-commerce, eh bien, à chaque fois, c'est un algorithme de tri qui bosse en arrière-plan. Il prend des listes complètement désordonnées et les transforme en quelque chose de clair, de structuré et surtout d'utile. Alors voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est le tri, ensuite on verra comment on mesure la vitesse et pourquoi ce n'est pas le seul critère, puis place au grand combat des algorithmes avant de finir sur quelques cas un peu particuliers. C'est parti. Allez, on attaque. Première étape, la quête de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, trier? Bon, pour faire simple, un algorithme de tri, c'est un programme qui prend un tas de trucs en vrac, des nombres, des noms, peu importe, et qui les remet dans un ordre précis, par exemple du plus petit au plus grand ou par ordre alphabétique. C'est vraiment la base pour que les données deviennent exploitables, que ce soit pour une recherche rapide ou juste pour les afficher de manière logique. Ok, maintenant, comment on sait si un algorithme est bon? Eh bien, en général, le premier réflexe, c'est de regarder sa vitesse. Et pour ça, on a un outil super important, la complexité algorithmique. Et là, la différence est juste spectaculaire. D'un côté, on a ce qu'on appelle la complexité quadratique, en O de n carré. Pour trier 10 trucs, ça prend 100 opérations. Bon, mais pour 1000, ça passe à 1 million d'opérations. Ça explose littéralement. De l'autre côté, le O de n log n, la méthode intelligente, est beaucoup, beaucoup plus calme. Pour ces mêmes 1000 éléments, on tombe à environ 10 000 opérations. À grande échelle, c'est juste le jour et la nuit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce O de n log n, ce n'est pas juste un bon score, c'est carrément une limite théorique. C'est prouvé mathématiquement, un algorithme qui trie en comparant les éléments 2 à 2 ne pourra jamais faire mieux que ça en moyenne. C'est un peu le mur du son du tri par comparaison. Alors on pourrait se dire, facile, hein, on prend le plus rapide et c'est réglé. Mais ce serait trop simple. La vitesse, en fait, ça ne fait pas tout. La vraie question, c'est ça. Est-ce que plus rapide veut forcément dire mieux? Pas toujours. Parce que la vitesse, elle a souvent un prix. Par exemple, combien de mémoire l'algorithme va-t-il consommer? Et comment réagit-il à certains types de données? C'est tout un jeu de compromis. Le plus gros compromis, c'est souvent la mémoire. D'un côté, on a le tri en place. C'est l'économe du groupe. Il réorganise les données directement là où elles sont, sans prendre de place supplémentaire. De l'autre, le tri non en place est plus prudent. Il fait une copie de toutes les données avant de commencer à travailler. Du coup, il consomme le double de mémoire. L'avantage, c'est que les données d'origine ne sont jamais modifiées. Un autre concept super important, c'est la stabilité. Imaginez qu'on a une liste d'emails déjà triée par date. Maintenant, on veut la trier par expéditeur. Un tri stable va s'assurer que pour un même expéditeur, les emails restent bien dans leur ordre chronologique. Un tri instable, lui, pourrait tout mélanger. C'est crucial quand on fait plusieurs tris à la suite. Regardons cet exemple avec les bouteilles. Au départ, on a une bouteille bleue d'1 litre, puis une bouteille noire d'1 litre. Si on fait un tri instable par volume, il se peut très bien que la noire passe avant la bleue. Le volume est correct, mais leur ordre relatif a changé. Avec un tri stable, par contre, le résultat est garanti. La bleue restera toujours avant la noire, parce que c'était leur ordre de départ pour les éléments de même valeur. Bon, maintenant qu'on a les règles du jeu, il est temps de faire entrer les champions sur le ring. Place au choc des algorithmes. Alors, à ma gauche, le tri rapide ou quicksort, et à ma droite, le tri fusion ou merge sort. Ce sont vraiment deux philosophies différentes. Merge sort, c'est la sécurité. Il est toujours en O n log n, il est stable, mais il est gourmand en mémoire. Quicksort, c'est le bolide, super rapide en moyenne, très économe en mémoire, mais il a un talon d'Achille. Dans le pire des cas, sa performance s'effondre et il devient très très lent. Alors, on peut se demander, mais pourquoi tout le monde utilise Quicksort s'il y a un risque qu'il soit lent? Eh bien, cette citation nous donne la clé. Le secret de Quicksort, c'est qu'il est très malin dans sa façon de déplacer les données. Il fait beaucoup moins d'échanges d'éléments que les autres. Et comme ces échanges sont des opérations coûteuses pour un processeur, au final, même s'il fait autant de comparaisons, il va plus vite en pratique. Et pour complexifier le match, ajoutons un troisième poids lourd, le tri par tasse, ou Ipsort. Lui, c'est un peu l'arbitre. Il prend le meilleur des deux autres. Il a la performance garantie de MergeSort, donc toujours en O de n log n, et l'économie de mémoire de Quicksort, puisqu'il travaille en place. C'est presque parfait. Son seul défaut, il n'est pas stable. Bon,
Tout ça, c'est bien joli, mais on a fait une grosse supposition depuis le début. Que toutes nos données tiennent en mémoire. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un fichier tellement énorme que c'est tout simplement impossible? C'est là qu'on sort l'artillerie lourde, le tri externe. C'est toute une famille d'algorithmes conçus pour une seule mission, créer des montagnes de données. Des fichiers qui font des gigas, voire des téraoctets, bien plus que ce que la mémoire vive de l'ordinateur peut encaisser. L'idée est en fait assez simple et brillante, c'est du diviser pour régner. Imaginez un fichier de 9 gigas, mais seulement 1 giga de RAM. Impossible de tout charger. Alors on le coupe en 9 morceaux de 1 giga. On charge le premier morceau, on le trie en mémoire, on le sauvegarde sur le disque, on fait ça pour les 9 morceaux, et à la fin, on a 9 fichiers triés. La dernière étape, c'est de les fusionner intelligemment pour créer un seul et unique fichier final, entièrement trié. Malin, non? Et juste pour vous montrer qu'il y a toujours des exceptions, il existe des algorithmes qui trichent, en quelque sorte. Ils ne jouent pas avec les mêmes règles. Le tri par base, ou radix sort par exemple, ne compare pas du tout les éléments entre eux. Il les range dans des bacs en fonction de leurs chiffres. Résultat, pour certains types de données, comme des nombres entiers, il pulvérise la limite du O de n log n et atteint une vitesse linéaire. C'est une autre dimension. Alors, en résumé, quel algorithme pour quelle situation? C'est simple. Pour la vitesse pure en mémoire quand la stabilité n'est pas un problème, c'est quicksort. Si la stabilité est obligatoire ou pour des données gigantesques, c'est mergesort. Si on veut une performance garantie sans sacrifier la mémoire, c'est heapsort. Et enfin, si la liste est toute petite ou déjà presque triée, un bon vieux tri par insertion fait souvent mieux que les grands noms. Et tout ça nous amène à une dernière question très actuelle. Aujourd'hui, des langages comme Python ou Java utilisent des algorithmes hybrides super sophistiqués comme le TeamSort. Ces algorithmes sont malins, ils analysent les données et choisissent en temps réel la meilleure technique, combinant la vitesse de l'un avec la stabilité de l'autre. Du coup, on peut se demander, est-ce que le choix du bon algorithme de tri est devenu un problème du passé? Est-ce que la machine a fini par choisir mieux que nous? C'est une bonne question pour réfléchir à l'évolution de notre domaine.